Eh bien, merci de votre invitation d'abord, tout d'abord, et puis merci à vous d'avoir bravé la peur générale. Vous savez, vous ne savez pas que dit qu'il y a eu une chute de fréquentation des grands magasins sur les boulevards de Paris d'environ 50%. Tout le monde se terre à la maison. Donc, merci à vous les courageux. Bon, donc le thème de ce soir, choisi par notre ami M. Ramirez, était nationalisme et justice sociale. Le génie pervers des conjurés de la Révolution dite française aura été de transformer le mode de consultation des citoyens en lui donnant l'illusion qu'il était son seul souverain par son bulletin de vote. Mais question, est-il souverain ou esclave? En effet, Montesquieu avait beau affirmer, je cite, « Le peuple dans la démocratie est à certains égards monarque à certains sujets, par ses suffrages qui sont ses volontés, et que la volonté du souverain est le souverain lui-même, cela ne tient pas à l'examen. On en a démonstration à toutes les élections. Ce n'est qu'un sophisme. Car qu'advient-il si le souverain, le peuple, a délégué sa souveraineté en des représentants qui le trompent? Là encore, c'est ce que nous constatons à chaque élection. Où est sa liberté? Où est sa souveraineté? Et qu'advient-il de la volonté de la minorité quand même, et donc de sa liberté? Et en fait, la Révolution dite française aura été une double rupture. Une rupture politique et une rupture sociale. C'est pourquoi il me semble nécessaire de faire un retour sur les conditions qui ont amené à son émergence à la fin du XVIIIe siècle. On va commencer par la rupture politique, car c'est d'elle qu'allait découler la rupture sociale. La destruction de la monarchie de droit divin a été remplacée par une fausse autorité-liberté, entre guillemets, du citoyen, censée définir la politique selon ses désirs et ses intérêts. Ça me semble logique. Et c'est là que réside ce génie malfaisant et la duplicité des inventeurs de cette démocratie inorganique. Elle découle des sophismes des Lumières, avec les étranges conceptions de Montesquieu, et en fait, de génération en génération, depuis la Révolution, le citoyen est systématiquement trompé dans ses attentes par des promesses qui ne sont jamais tenues. Où est donc sa souveraineté? Sophisme encore, regardez cet aberrant raisonnement de Rousseau dans son contrat social. Écoutez bien, et heureusement que vous êtes assis, parce que c'est invraisemblable de déstructuration mentale. Quand donc la vie contraire au mien l'emporte, c'est Rousseau qui dit, cela ne prouve autre chose sinon que je m'étais trompé et que ce que j'estimais être la volonté générale ne l'était pas. Si mon avis particulier l'eût emporté, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu, c'est alors que je n'aurais pas été libre. Vous avez compris quelque chose? Moi, j'ai pas compris. C'est ce qu'on appelle abscon. C'est pas une insulte, ce qui veut dire pas clair, confus, obscur. C'est donc une effroyable trituration de ménage, un effroyable sophisme. Et pourtant, c'est ce même Rousseau lui-même
qui allait plus tard dans son même livre, Le contrat social, vous dire ceci. S'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Vous n'avez pas une petite contradiction là-dedans, entre ces deux textes, dans un même livre? Et c'est ce genre d'individus, au pluriel d'ailleurs, Montesquieu, Rousseau et d'autres, les Lumières, qui ont tellement impressionné cette belle société de la fin du XVIIIe siècle, dans les salons mondains de l'époque, qui ont préparé la Révolution, dont nous vivons aujourd'hui toutes les conséquences. Il est intéressant maintenant de voir ce qui se cache derrière la pseudo-liberté issue des sophismes de 1789. Et je vais citer quelqu'un qui est tout de même connu, ou devrait être connu davantage, Adam Weishaupt. Juif converti au catholicisme, puis passé à la maçonnerie, et fondateur des Illuminés de Bavière, qui était une secte maçonnique à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs, qui se faisait fort d'infiltrer les autres structures maçonniques à un degré supérieur. Si on me pose la question sur la maçonnerie tout à l'heure, j'y répondrai parce que c'est une chose importante à savoir de ce qu'est réellement la maçonnerie. Voilà ce que ce Adam Weishaupt écrivait. Il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étende sur tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. C'est pas de la manipulation des foules, ça? Et là encore, la question, où est la liberté du citoyen à partir de 1789? Or, ce texte de Weishaupt, qui fut l'un des acteurs majeurs de la Révolution, explique tout ce que nous vivons aujourd'hui. Encore une fois, où est la liberté du citoyen dans la déclaration de Roger Le Ray, qui fut grand maître du Grand Orient, quand il déclarait au convent de 1968, c'est une citation que j'ai trouvée dans la revue du Grand Orient Humanisme, voilà ce qu'il disait. Il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay, un autre haut conjuré de l'époque, a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. Vous voyez la démarche constante pour atteindre le but, et ce sera l'objet de ma conférence de demain, amplifiée sur ce sujet. Et puis cette autre citation de Guy Piot, dans la revue Point de vue initiatique de 1989, un autre grand maître, mais celui-là de la Grande Loge de France, qui disait ceci. La recherche d'une communauté européenne puis universelle entre évidemment dans le champ de nos réflexions et de nos actions. Les francs-maçons du Grand Orient ne sont pas les seuls à prôner la destruction des nations, et le citoyen dans tout cela, que devient-il? Si on lui demande son avis aux élections, les médias vont le faire évoluer dans le sens des commanditaires qui tiennent ces médias. Il va être programmé, sans même s'en apercevoir. Or, quand on constate la répétition de ce phénomène, je regrette beaucoup, ça s'appelle un complot. Il y a un but à atteindre, qui est occulté au départ.
Et ce d'autant, comme le confirmait un autre grand maître, celui-là de la Grande Loge nationale de France, Jean Belot, là ce qu'il disait. Chaque rite a des particularités, une spécificité, une formulation, mais ses membres reçoivent une formation maçonnique complète et équivalente, conduisant au même centre. À la maçonnerie des Grandes Loges succédera le maçonnisme qui sera la religion universelle. Voilà à quelle politique auront abouti les sophismes de la Révolution dite française. Et ça touche le monde entier, toutes les races, tous les pays. C'est pour ça que, apparemment, quand on nous parle du consensus général, etc., ben évidemment, parce que les mêmes forces agissent toutes dans le même sens. Je voudrais faire remarquer que, alors que sous l'Ancien Régime, les intérêts du citoyen étaient basés sur la structure corporative à laquelle il appartenait par son travail, par ses activités sociales et religieuses, puisque c'était encore une société religieuse. Avec la disparition des corporations, il va devoir donner son avis au moment des élections, de prétendus représentants de ses intérêts, sans que son avis repose sur sa propre expérience personnelle. Désormais, il ne juge des événements que par la présentation qui lui en est faite par les médias. On passe ainsi d'un vote organique, celui qui était fait dans le cadre des corporations, à travers des corps intermédiaires, à un vote idéologique, inorganique, basé sur l'information façonnée par les médias et ceux qui sont derrière ces médias. On comprend ainsi aisément que qui tient les moyens d'information fabrique l'opinion des citoyens. Fatalement, la presse va se mettre à servir non pas les intérêts des citoyens qui lui font confiance, en l'informant honnêtement, mais les intérêts de ses commanditaires. C'est évident. Et c'est ainsi que, fatalement, la démocratie évolue en plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement par l'argent. L'opinion du citoyen, n'étant plus basée sur la réalité qu'il connaissait directement, on assiste à la naissance de partis, chacun défendant une vision politique. On sort du réel pour rentrer dans des systèmes idéologiques. Alors, on veut bien croire quand même que le citoyen est tout disposé à ne pas nuire à ses propres intérêts, mais un élément vient irrémédiablement troubler son jugement, je le répète, je le sais, l'information, ou plutôt la désinformation médiatique, sous la pression des lobbies idéologiques et financiers, tiennent la presse. Donc il n'est pas libre dans son jugement. La nation s'organise ainsi sur base d'affrontements électoraux périodiques, d'où une instabilité politique constante. Ce qu'une majorité a fait, une autre l'a défait, et ainsi il ne peut plus y avoir de dessein national, de politique suivie. C'est là l'une des conséquences les plus nocives des sophismes de la Révolution. Le citoyen se croit toujours libre avec son petit bulletin de vote, alors qu'il est programmé par les médias et ceux qui tiennent les médias. Il en découle que si on veut le mettre en garde
contre ce processus, il faut commencer par lui apprendre à douter de l'information et lui donner l'autre version des faits. Ce qu'il y a de pire dans ce processus démocratique inorganique, c'est que l'on transforme le citoyen en partisan, plus préoccupé des intérêts de son parti, auquel il a cru bon d'adhérer, que de son propre intérêt et surtout de l'intérêt général. Il en découle que les volontés contraires des partis engendrent une guerre civile idéologique constante, au lieu de converger en défense du bien commun de la nation. De ce fait, chaque citoyen apprend au détriment de ses propres intérêts à haïr son voisin pour autant qu'il n'ait pas les mêmes idées que lui. Il n'est plus qu'une marionnette manipulée par ceux qui tiennent l'information et tiennent le vote du citoyen, que l'on fait réagir à volonté selon la loi du réflexe conditionné, ce que l'on appelle le réflexe de Pavlov. Et c'est ce que, à la fin du XIXe siècle, l'historien Sainte-Beuve constatait au vu de cette grande presse dite d'information. L'individu, disait-il, ne raisonne pas nécessairement ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes, il raisonne juste sur des bases fausses. Et c'est là tout le problème de l'information. L'individu n'est pas intrinsèquement mauvais, pervers par lui-même, il est amené à juger contre ses intérêts par la présentation frauduleuse des faits. Voilà ce qu'il faut faire entrer dans le crâne des Français. Venons-en maintenant à la rupture sociale. Elle découle de l'un des premiers actes législatifs de la Révolution qui s'installe. L'un des premiers soins de la Révolution triomphante, faite en principe au nom du peuple, aura été de supprimer les corporations par la loi d'Isaac le Chapelier de 1791, complétée par la suite, la même année, par les décrets Allard. Alors, qu'est-ce que c'était que cette loi d'Isaac le Chapelier? Elle interdisait en même temps la création de toute nouvelle, interdiction des corporations bien entendu, et dans le même temps la création ou la reconstitution de toute nouvelle association de défense des différents corps sociaux. Alors, on aurait pu penser que l'abolition des corporations était due uniquement à la préoccupation de trouver une forme d'organisation, d'association plus apte à défendre le monde ouvrier devant l'industrialisation qui naissait. Ainsi, le monde ouvrier se voyait livré sans défense aux appétits des agioteurs du capitalisme naissant, qui, avec Philippe Égalité Necker, la finance protestante et juive et les intérêts anglais, avait joué un si grand rôle, d'abord dans l'appauvrissement du pays, puis dans le soutien du processus révolutionnaire. Et là aussi, une chose qu'il faut savoir, c'est que pour aggraver les tensions déjà au détriment du peuple, cette révolution soi-disant faite au nom du peuple, les conjurés de la Révolution avaient utilisé l'arme économique en accaparant les biens de consommation pour ainsi en faire monter les prix. Et par là même,
le mécontentement populaire. Et c'était déjà les classes les plus modestes qui allaient souffrir de ces procédés. Devant la déliquescence du pouvoir royal incapable de trouver la parade à cette tactique, la Révolution allait pouvoir passer à la deuxième phase, la phase armée révolutionnaire. Là encore, le pouvoir royal allait être tout aussi incapable d'y répondre, Louis XVI interdisant aux gardes suisses qui défendaient Versailles de s'opposer à la populace, de tirer sur la populace, et il les laissa massacrer sans réagir. Dramatique erreur de vision de sa part, car il confondait cette population stipendiée issue des bas-fonds de Paris avec le peuple de France. Petite parenthèse, proportionnellement, statistiquement, le peuple a été davantage victime de l'aristocratie des journées révolutionnaires. Tout ce que les Français vivent aujourd'hui découle de cette faiblesse de Louis XVI qui a laissé progresser et triompher la Révolution sans réagir. Pendant près de 100 ans, le monde du travail se trouva ainsi livré sans défense aux appétits de la nouvelle classe dirigeante. La bourgeoisie d'affaires et la haute finance, déjà apatrides, les véritables bénéficiaires de la Révolution dite française. Il est regrettable que, imprégné de la démagogie républicaine, nos contemporains comprennent mal les bienfaits de la structure corporative qui régissait le monde du travail sous l'Ancien Régime. Elle avait tout de même permis à la France d'alors, avec des hommes comme Colbert, de passer progressivement de l'ère artisanale à l'ère industrielle et à faire de la France la première puissance économique, industrielle et militaire de son temps. Or, avec la loi d'Isaac Le Chapelier et les décrets d'Allard, la solidarité des différents échelons des métiers est rompue. Désormais, on n'allait plus concevoir l'action et le progrès social promis que par l'affrontement classe contre classe, oubliant l'intérêt général, seul capable de faire progresser harmonieusement l'ensemble national sous la surveillance d'un État indépendant des lobbies, comme l'avait été la monarchie héréditaire. Il est intéressant de voir comment, devant les abus du capitalisme face au monde ouvrier sans défense légale, les Proudhon, Sorel, Toussenel, au XIXe siècle, allaient s'orienter vers un syndicalisme national non internationaliste et quelque peu antisémite, antimarxiste, en réaction. De leur côté, Frédéric Leclerc, René Latour du Pin, Albert Demain, etc., qui étaient des représentants de ce qu'on appelait à l'époque la droite légitimiste et catholique, allaient imposer vers le milieu du XIXe siècle de nombreux textes de loi visant à améliorer les conditions de travail effroyables faites aux femmes et aux enfants. Alors, pour citer, par exemple, suppression du délit de coalition ouvrière qui date de 1864. Donc, vous vous rendez compte, grâce à la Révolution dite française, il y avait un délit de coalition ouvrière. Cette révolution faite au nom du peuple. Interdiction de faire travailler les enfants de moins de 10 ans plus de 6 heures et obligation de scolarité. Suppression du travail de nuit pour les femmes.
droit de fonder des syndicats de défense 1884. Donc vous avez la Révolution française 1789, l'autorisation de fonder des syndicats de défense n'apparaît qu'en 1884, près de 100 ans plus tard. Et c'est cette révolte de l'instinct national contre les conséquences de la démocratie libérale et capitaliste qui allait conduire à la fin du XIXe siècle, avec Édouard Drummond, Maurice Barrès et Charles Maurras, à définir un socialisme national non marxiste visant à intégrer le monde du travail dans la communauté nationale. Petite remarque en passant, c'est Drummond qui, le premier, dans son journal La Libre Parole, en 1892, utilisera le premier, donc, l'expression national-socialiste. Maurras dira de lui, la formule nationaliste est née ainsi tout entière de lui, et nous tous avons commencé notre ouvrage à sa lumière. Maurice Barrès, lui, dans ses scènes et doctrines du nationalisme, insistera sur l'importance, je cite, de l'union de l'idée socialiste et de l'idée nationaliste, affirmant la puissante convergence de ces deux principes. Nationalisme, affirmait-il encore, engendre nécessairement socialisme. Nous définissons le socialisme comme l'amélioration matérielle et morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. On voit ainsi que le socialisme barrésien tournait le dos au marxisme comme au libéralisme et qu'il découlait du nationalisme qui entend défendre la classe la plus nombreuse, car, remarquez bien, sans justice sociale, il n'y a pas de solidarité nationale. Sans solidarité nationale, il n'y a pas de cohésion nationale et donc pas de nation forte. Donc vous voyez comme tout cela est un tout. Une nation, c'est un tout. Donc on ne peut négliger aucune de ses composantes. Et c'est pourquoi les lobbies philosophiques et bibliques, vous voyez ce que je veux dire, derrière le masque des différents partis, ils tiennent et combattent les conceptions nationalistes, car elles sont un danger pour leurs intérêts. Maurras fera plus tard le même parcours que Drummond et Barrès et arrivera aux mêmes conclusions. Voilà ce qu'il disait. L'histoire de la grande industrie en témoigne. Si le prolétariat résiste, si cette résistance a pris la forme d'une offensive violente, ce n'est pas lui qui a commencé. L'oppression ou l'exploitation capitaliste est la première en date. Il y a opposition, contradiction à angle droit entre le marxisme égalitaire et la protection de la nation et de la patrie. Par contre, du fait de la confusion que le mot socialisme risquait d'entretenir, Maurras préférera en définitive désigner l'organisation sociale qu'il prenait en remettant à l'honneur le terme corporatisme. Et je voudrais faire remarquer une chose, c'est que dans la première moitié du XXe siècle, l'organisation corporative du monde du travail sera reprise par toutes les révolutions nationalistes avec certaines variantes plus ou moins étatiques. Et cela va de la France, de l'État français du maréchal Pétain, au Portugal de Saint-Lazare, à l'Espagne de Franco, à l'Italie de Mussolini et jusqu'à l'Allemagne du Troisième Reich. Alors, qu'est-ce que c'est que cet État corporatif, ou le corporatisme? En fait, l'État corporatif diffère fondamentalement de l'État libéral, démocratique,
inorganique, issu des idées de la Révolution, en ce sens qu'il est une représentation verticale et non pas horizontale de l'activité sociale et des moyens de production. Cela veut dire que par sa nature, par sa structure, la corporation rend solidaire tous les échelons d'un même métier, de l'ouvrier au patron, en passant par les cadres, au lieu de les opposer. On comprend ainsi que l'organisation corporative constitue un obstacle à la lutte et à l'égoïsme des classes, dont profite à la fois le libéralisme, qui écrase les masses laborieuses sous le poids du capital sans contrôle, et à la fois le marxisme, pour lequel la lutte des classes est un moyen de conquête du pouvoir, un instrument de pouvoir. Ni le libéralisme, ni le marxisme ne peuvent parvenir à la justice sociale, et encore moins au bien commun et à l'intérêt national, car l'un comme l'autre ne représente que les intérêts d'une classe sociale, donc d'un égoïsme. L'un comme l'autre table sur l'isolement de l'individu de toute communauté naturelle qui pourrait le défendre, comme de toute communauté de destin pour mieux la servir. Il est ravalé à l'état de simple machine à produire et de consommateur programmé, œuvrant inconsciemment pour le compte d'intérêts qui ne peuvent d'aucune manière concourir aux siens. L'individu se retrouve ainsi seul face au pouvoir de plus en plus lointain, anonyme. Et l'instauration de l'Europe maastrichtienne, où des fonctionnaires anonymes, non élus, décident et imposent des lois supranationales sans aucun contrôle, n'aura fait qu'aggraver l'impuissance des citoyens. Ils le seront encore plus face au mondialisme si cette dictature mondiale que l'on cherche à nous imposer pouvait parvenir à ses buts. Une réflexion intéressante d'un membre du patronat, Jean Gandois, dans son rapport pour le 11e plan. Il disait ceci: le travail et le capital national ne sont plus au service de la nation et des siens. Vous vous rendez compte de ce que veut dire cette constatation? Le travail et le capital national ne sont plus au service de la nation et des siens. Alors, au service de qui? De qui? En fait, cette observation démontre l'évidence que le travail capital national, comme disait Jean Gandois, est au service d'intérêts occultes qui, en outre, jouent avec écourt les finances nationales, les faisant monter ou les chuter au gré de leurs seuls intérêts, sans contrôle de l'État, qui leur est désormais soumis, détruisant au passage les souverainetés nationales et ruinant les citoyens. Un exemple flagrant de cette mainmise de la haute finance cosmopolite sur la France, et pas simplement sur la France, mais en tout cas, en l'occurrence, c'est sur la France, la loi dite Giscard-Chirac-Rothschild du 3 janvier 1973. Par cette loi scélérate, l'État français cessait de pouvoir emprunter sans intérêt à la Banque de France. Désormais, les emprunts sont faits auprès des grandes banques internationales. Étonnez-vous de notre dette.
Notre pays est donc mis en coupe réglée au plus grand profit de la haute finance apatride. Petit rappel en passant, la Banque centrale européenne est dirigée par un certain Mario Draghi, ancien président de la banque Goldman Sachs pour l'Europe. Comme c'est curieux. Je soupçonne d'ailleurs ce Mario Draghi d'être d'origine juive, car vous avez entendu parler d'un certain Patrice Drahi, celui qui rachète à la volée tous les moyens d'information en France actuellement. Je vois qu'il y a des personnes qui sont au courant ici, et c'est très bien. Donc, vous voyez, on est en famille. Ils sont en famille. Je veux insister à nouveau sur le fait que toutes les révolutions nationalistes de la première moitié du XXe siècle, en réaction à l'utopie démocratique et à ses effets capitalistes pervers, comme au marxisme, sont revenus à la structure corporative qui réintroduit, réenracine le citoyen dans son milieu, dans les corps interdits. Parce que c'est le seul moyen que son vote soit un vote en toute connaissance de cause. Alors je voudrais rappeler aussi cette notion du maréchal Pétain, qui à propos du travail le définissait et le souhaitait comme devant être l'aristocratie de l'intelligence et le mérite du travail. Ce qui voulait dire que c'était le moyen de rétablir l'égalité des chances de tous les citoyens, quelle que soit leur naissance, alors que la démocratie plutocratique, inorganique, ne reconnaît pour seul mérite, pour seule aristocratie, pour seul moteur, que l'argent. Vous allez voir à quel point nous sommes des informes. Dans son message du 11 juillet 1940, après la débâcle de la Troisième République, Philippe Pétain, soucieux de redonner à la France, citation, les forces qu'elle a perdues, constatait qu'elle ne les retrouverait, citation, qu'en suivant les règles simples qui ont de tout temps assuré la vie, la santé et la prospérité des nations. Le travail des Français, affirmait-il, est la ressource suprême de la patrie, il doit être sacré. Le travail. Donc il redonnait sa noblesse au travail. Le capitalisme international et le socialisme international qui l'ont exploité et dégradé ont été d'autant plus funestes que, s'opposant l'un à l'autre en apparence, ils se ménageaient l'un l'autre en secret. Nous ne souffrirons plus leur ténébreuse alliance. Et effectivement, il faisait allusion à l'appui constant apporté par la haute finance cosmopolite, anglo-saxonne, au marxisme. Or, c'est justement la connaissance de ces textes qui permet de comprendre la raison de la haine dont Philippe Pétain et son œuvre de redressement national sont toujours victimes. C'est là que se trouvent les véritables raisons de la diabolisation de la Révolution nationale, comme toutes les autres révolutions nationalistes du XXe siècle en Europe. Vous pensez bien que l'État français du maréchal Pétain, en remplaçant l'utopique devise républicaine et maçonnique liberté, égalité, fraternité,
par celle de travail, famille, patrie, indiquer les vrais fondements sur lesquels doit reposer toute société normalement constituée. On jauge de la pénétration des idées maçonniques dans nos milieux, catholiques et nationaux, comme on dit aujourd'hui, par l'affirmation du marin Bernard Anthony, affirmant que la devise liberté, égalité, fraternité était une devise chrétienne. Or, je regrette beaucoup, on n'est pas dans la même définition. La devise maçonnique, quand elle parle de liberté, c'est la liberté utopique. Donc je crois vous avoir démontré un petit peu quelle était la tromperie. Alors que on parle normalement des libertés. Parce que, réfléchissez bien à une chose, la liberté. Mais si la liberté de votre voisin empiète sur votre liberté, où est votre liberté? Tandis que si l'on parle des libertés, vous avez des garde-fous, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, parce qu'il y a votre voisin. Ce sont des règles de vie en communauté. Et voilà donc, de la part de ce monsieur Bernard Anthony, que je cite régulièrement, parce que c'est un élément nocif, qui trompe dans nos milieux, c'est une extrapolation frauduleuse du contenu de ces termes. Et je vais d'ailleurs continuer là-dessus, puisque, après vous avoir parlé de la liberté, au sens maçonnique, égalité, au sens maçonnique, c'est quoi? C'est l'égalité, en principe, même elle, entre francs-maçons. C'est pas vrai pour les autres qui ne le sont pas. C'est entre francs-maçons. Mais là encore, il n'y a même pas de liberté entre eux, puisque, et je reviens à une chose que j'ai évoquée tout à l'heure, la maçonnerie, ce n'est pas une société secrète. C'est une superposition de sociétés secrètes dont les bas niveaux ne connaissent rien des buts, des desseins, des hauts niveaux. Alors, pouvez-vous me dire où est l'égalité entre eux? Et puis la fraternité. Ah, elle est belle la fraternité. Quand on voit les résultats, la fraternité, ben oui, je crois que vous en avez gardé un petit souvenir de ce que j'ai dit tout à l'heure. L'abolition des corporations et l'interdiction de reconstitution de structures de défense du monde du travail. C'est très fraternel, ça. Vous voyez la tromperie. Mais, liberté, ah, tout ça sonne bien. Et combien de gens se sont fait tuer pour cela et ont tué pour cela. Et en fait, la devise de l'État français, travail, famille, patrie, représentait ce que Louis de Bonald, qui était un philosophe français du XIXe siècle, appelait la constitution essentielle de l'humanité. Petit rappel aussi, qui montre à quel point toute la démarche nationaliste est sociale, contrairement à la démarche libérale, démolibérale et marxiste. C'est le 24 octobre 1940 que le maréchal Pétain confiait à Pierre Laroque la mission d'étendre la couverture sociale à l'ensemble des Français. Or, la sécurité sociale, qui est apparue en 1945, en est issue. Ce que les historiens officiels se gardent bien, évidemment, de rappeler. Et de même, en 1941, dans le cadre de la charte du travail, furent mis en place les comités sociaux d'entreprise, puis la médecine du travail et la retraite des vieux travailleurs le 14 mars 1941. Avez-vous jamais entendu parler de ça, de ce rôle social de l'État français? Donc, la fête du travail du 1er mai ne doit absolument rien au marxisme, et encore moins
au libéralisme. On voit ainsi comment le maréchal Pétain entendait briser la lutte des classes imposée par les marxistes et les abus du monde néolibéral en recréant les conditions de cohésion et de fraternité nationale. Et aujourd'hui, dans notre combat pour la sauvegarde de la France, nous avons à affronter la même haine, la même diabolisation, les mêmes adversaires, pour les mêmes raisons. L'histoire a des détours ironiques. C'est le cas de l'origine du mot nationalisme. En fait, c'est le jésuite Augustin Baruel, dans son œuvre majeure, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, qui est paru en 1797, qui allait donner l'origine du mot en publiant des documents saisis par la police du grand électeur de Bavière sur un certain Lange, comme c'est curieux, membre des Illuminés de Bavière. En fait, ce malheureux avait été foudroyé sur la route. Quoi, une chose tombe bien. Il y figurait un texte d'Adam Weishaupt, donc le fondateur des Illuminés de Bavière, où celui-ci distinguait ceux qui professaient l'amour général universel, dont il se réclamait, de ceux qui professaient l'amour national ou nationaliste, qu'il recommandait de combattre à ses adeptes, et donc vous voyez l'ironie, c'est un ennemi de la nation qui crée le mot nationalisme pour désigner l'ennemi à combattre. Petite ironie d'histoire. En fait, la défense de l'identité de la nation face à cet amour général universel qu'il prônait, qui préfigurait le mondialisme que ses héritiers idéologiques tentent de nous imposer aujourd'hui, est absolument évident dans sa démarche. Il est fondamental de savoir que tous les grands initiés de l'époque, parce qu'on nous parle toujours de Danton, Robespierre, etc., de Mirabeau, mais il y avait ceux qui étaient derrière. Tous les grands initiés de l'époque, Weishaupt, Ramsay, Klotz, Franklin, Roosevelt, Cagliostro, sans oublier les Bolivar, Sucre et autres qui firent les révolutions maçonniques en Amérique du Sud contre l'Empire catholique d'Espagne. Étaient tous francs-maçons et pour la plupart d'entre eux, juifs. Et aucun n'était français. Devant cet aspect internationaliste de la Révolution, on comprend la réflexion de l'historien René Sodillot dans son livre Le coût de la Révolution française. Voilà ce qu'il disait. L'étranger a de bonnes raisons d'apprécier la Révolution française et de lui vouer quelque reconnaissance. Mais les Français, aujourd'hui, les conjurés du mondialisme l'annoncent ouvertement, tel le financier juif américain Paul Warburg, devant le Sénat des États-Unis le 17 février 1950. Bon, je crois que c'est connu ça, mais il faut répéter les choses. Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. Très démocratique ça. Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. De même, le baron Edmond de Rothschild, autre grand de la haute finance cosmopolite, affirmait dans la revue Entreprise
de juillet 1970, le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Quant à cet autre financier, le juif américano-hongrois George Soros, il faisait part de son obsession en 1997, c'est dans son livre « Le défi de l'argent ». Là ce qu'il disait. Le danger de la montée du nationalisme dont la nocivité peut encore être accrue s'il se combine avec des discours religieux. Je suis conscient que je porte une part de l'utopie juive dans ma façon de penser. Voilà pourquoi le concept de l'Union européenne me passionne tellement. Là, toutes les nations sont minoritaires et c'est la raison qui fait que ce projet me tient à cœur. Messieurs, mesdemoiselles, si vous n'avez pas compris, j'essaierai de vous faire descendre. C'est clair et net, ils le disent, ils l'annoncent. Mais certains vous diront, il n'y a pas de complot. Et puis on allait retrouver cette même haine cosmopolite de la nation chez un certain Nicolas Sarkozy, dans son discours du 16 janvier 2009. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Et ainsi, comment le voir? L'affrontement entre les partisans de la nation et ceux de l'utopique République universelle est constant depuis la fin du XVIIIe siècle. Et l'on comprend la haine des conjurés du mondialisme cosmopolite envers le régime du maréchal Pétain et toutes les réactions nationalistes qui ont eu lieu et qui ont lieu. Il avait osé toucher au fondement de la conjuration contre la nation en interdisant la maçonnerie. Et qui allait réintroduire la maçonnerie et tout le public de la Troisième République maçonnique, responsable de la débâcle? Un certain colonel de Gaulle qui n'a jamais été nommé général pour cause de désertion en temps de guerre. Un certain nombre de gens de nos milieux, il ferait bien d'apprendre leur histoire. Donc, vous voyez, c'est du fait de cet internationalisme sous-jacent à la Révolution dite française qu'allait émerger la réaction de défense de la nation qu'est le nationalisme. En effet, à partir de la Révolution, on constate l'affrontement de deux conceptions, celle de la nation héritage et celle de la nation idéologique abstraite qui tend à détruire la première. Et c'est ce que le conventionnel, le défroqué Sieyès disait, annonçait, du passé faisons table rase. Ce qui veut dire que l'expérience acquise douloureusement par les peuples ne servait plus à rien. Maintenant, à partir de là, on construisait des systèmes idéologiques abstraits et nous en voyons les conséquences, toutes les conséquences aujourd'hui. Ainsi, avec l'avènement de la Révolution française, on aboutissait à un type nouveau de citoyen, le citoyen du monde, en vue de l'établissement de la République universelle. Petit exemple en passant, par le fait que le juif prussien Anacharsis Klotz fut fait français par la Convention,
après qu'il eut écrit un livre qui s'appelait La République universelle. Donc vous voyez, n'étaient pour les révolutionnaires français que ceux qui acceptaient les idées nouvelles, les constructions abstraites. C'est de cette utopie que découle la préférence étrangère qui a éclaté aux yeux du public avec un Nicolas Sarkozy et poursuivi aujourd'hui par Manuel Valls aux mêmes origines maranes. C'est cela qui explique que la République des lobbies antinationaux, notamment sous l'influence du Grand Orient, a supprimé en 1987 le droit du sang a disparu au profit du droit du sol. Et on fabrique des Français de papier tous les jours. Et je vous donnerai le chiffre, le dernier chiffre connu de l'immigration en France. C'est l'ambassadeur de France à Alger qui l'a donné, en s'en réjouissant, 300 000 par an. Je n'ai rien contre les étrangers. Mais quand je vois les résultats de cette immigration-invasion, qui aboutit à fabriquer des déracinés, qui ne trouvent plus comme objectif dans leur vie que de se vouer à une cause qu'on leur insuffle avec l'islamisme, qui n'est que le massacre de gens innocents, voilà le résultat de toute cette politique qui remonte à cette vision qui a commencé en 1789 et dont l'un des principaux responsables est un certain Charles de Gaulle par sa décolonisation et la destruction de l'Empire français. Les choses auraient pu se passer autrement. On a fait de ces populations des malheureux, des déracinés qui sont entre deux mondes. Ça, je voudrais que tout le monde le comprenne, les Français de souche comme les immigrés en France. Pour notre bien à tous. Et c'est pourquoi on peut dire que la révolution dite française a été une révolution totale sur le plan politique, social et identitaire en vue du grand melting pot, c'est-à-dire le grand mélange du métissage voulu par le mondialisme messianique. Il leur faut fabriquer un individu indifférencié, lui supprimant son identité, non seulement nationale, mais aujourd'hui même sexuelle, grâce à la théorie du genre. Ce sont dans les 3 manuels qui ont été édités sous Nicolas Sarkozy, chez Hachette, chez Hatier et chez Bordas. Donc plus d'identité nationale, plus d'identité sexuelle, mariage pour tous, un consommateur ayant les mêmes goûts, bien programmé par les bonnes publicités des grandes multinationales, et voilà l'homme de demain. Et la femme, bien entendu. Alors, face à cela, quel est notre rôle? Il est de pousser à la prise de conscience de notre peuple des causes messianiques de la situation. Lui montrer qu'en opposition au sophisme démoplutocratique et marxiste existent des solutions nationalistes qui défendent ses intérêts en même temps que l'intérêt général, base nécessaire de notre indépendance nationale. Merci de votre attention.